Bien, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance du séminaire de justice transitionnelle de l'IFJD. Donc, lors de la première séance, on a exploré la définition juridique du génocide au travers d'abord de la pensée de Raphaël Lemkin, mais aussi de l'analyse, de l'étude de la rédaction de la Convention de 1948 au travers des interventions de Annette Becker et Damien Scalia. Aujourd'hui, on va davantage questionner cette définition juridique du génocide à travers le regard que peuvent porter d'autres champs disciplinaires et donc d'autres chercheurs sur le génocide, comment ils utilisent cette notion, quel regard ils portent sur elle, critique ou pas critique, on aura l'occasion de les écouter. Mais l'objectif, en fait, c'est de comprendre que, voilà, pour les juristes, le droit a aujourd'hui quasiment un monopole sur la définition du génocide, ou en tout cas, c'est perçu comme tel, avec des magistrats qui sont considérés comme ayant le pouvoir de dire ce qui est un génocide ou ce qui n'est pas un génocide. Évidemment, pour les autres sciences, c'est sans doute plus complexe et moins manichéen comme regard porté sur le génocide, et c'était l'objectif de la séance de ce soir. Donc, on va commencer avec une première intervention qui va être prononcée par Jacques Semelin. Donc, Jacques Semelin est directeur de recherche émérite CNRS, à la fois historien et politologue. C'est l'auteur du célèbre ouvrage « Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides ». Donc, évidemment, on est particulièrement heureux, honoré de pouvoir l'écouter ce soir et d'avoir sa perception du génocide et son regard sans doute un peu critique sur l'usage et le sens de cette notion. Donc, Monsieur Semelin, je vous propose, sans plus attendre, de commencer pour une quarantaine de minutes. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre invitation, Magali Bess. En fait, je crois que mes travaux portent davantage aujourd'hui sur la survie des victimes du génocide, et je travaille particulièrement sur la survie des Juifs en France, puisque le taux de survie des Juifs dans ce pays est tout à fait considérable dans l'Europe nazie. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai beaucoup travaillé, une dizaine d'années, sur la question du génocide, le processus génocidaire, et ça me permet de me remettre dans ces travaux aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer pour dire quelques mots sur cette question, effectivement, de la définition à travers ses usages, puisque ça pose déjà des problèmes de ce point de vue-là, mais je ne resterai pas très longtemps. Et ensuite, j'y reviendrai sur la question du regard du politique sur la définition de 1948, mais surtout, parce que ces critiques sont souvent connues, sur, disons, le champ des Genocide Studies du point de vue de la science politique ou de l'histoire. Mais là, je voudrais faire un peu évoquer ces travaux dans le domaine de la science politique et ensuite vous expliquer un peu mon évolution à travers mes propres travaux et puis finalement élargir à ce champ qui me semble particulièrement intéressant, qui est celui des violences de masse, notamment à travers mon propre livre « Purifier et détruire », mais aussi à travers l'encyclopédie des violences de masse que j'ai lancée à Sciences Po en 2008, qui était un projet extrêmement important, qui est aujourd'hui un petit peu un encéphale plat. Mais on s'était déjà confronté à cette question de la définition à ce moment-là, et puis ensuite élargir in fine mes propos sur la dimension des usages politiques, enfin, de l'approche politique de ces termes, de ces processus de destruction, en proposant une typologie à la Max Weber. Et tout à la fin, je vous proposerai une définition toute provisoire de la notion de génocide. Alors, s'agissant du premier point, c'est clair que le terme génocide est devenu, symbolise, incarne le crime des crimes contre des populations non combattantes, des populations qu'on va définir comme innocentes, et qu'il a supplanté tous les autres termes. C'est un phénomène qui joue sur tout le XXe siècle, mais vous savez bien qu'il y a d'autres termes qui sont là, qui se sont créés au même moment, crime de masse, meurtre de masse, tuerie de masse,
viol de masse. Tout cela fait partie de l'héritage monstrueux du XXe siècle. On peut se demander pourquoi ces termes se ferment surtout à cette époque. Mais vous savez bien aussi qu'il y a d'autres termes qui sont apparus en cide, pas seulement génocide, mais démocide, féminicide qu'on utilise aujourd'hui dans un tout autre sens. C'est lié, mais féminicide, c'était au moment des viols de masse en Bosnie-Herzégovine, donc dans ce qu'on a appelé le nettoyage ethnique, urbicide, linguicide, on finirait pas, la liste est très longue. Donc, la question, c'est, voilà, ce terme génocide a supplanté le champ taxinomique et allant au-delà même de la notion de crime de guerre, qui est plus ancienne, comme vous le savez, voire même aussi celle de crime contre l'humanité, qui est pourtant marquée avec l'histoire bien sûr du tribunal de Nuremberg en 1945. Alors, c'est vraiment, le politisme ne peut que quand même s'interroger, je sais bien que vous êtes intéressé sur la définition, mais sur ces usages politiques du mot génocide aujourd'hui, qui semblent très attractifs, le plus attractif possible pour tous ceux qui veulent faire reconnaître leurs victimes, les souffrances, les pertes en population humaine à travers ce terme. Et je crois qu'il faut au moins distinguer, et je passerai très vite, sur au moins 4 usages mémoriels du mot génocide. Le premier, c'est de voir le terme génocide comme un mot tombeau pour désigner une perte massive de population civile que les survivants veulent faire reconnaître comme génocide, parce que tous ces morts sont sans linceul, ils ne sont pas reconnus pour les raisons qu'ils sont morts. Et donc, voilà, au moins ce mot génocide est une manière de dire la manière, sans forcément, en désignant bien sûr aussi ceux qui les ont commis, comme étant morts pour rien. Alors, on pense évidemment au cas des Arméniens, mais ce n'est pas le seul. Ensuite, vous avez un usage du terme génocide comme mot alerte, souvent très utilisé par les humanitaires pour dire là, il y a un danger de génocide, donc il faut faire quelque chose, il faut intervenir tout de suite. Bon, on pense récemment aux Yézidis en Irak, mais il y a eu aussi un usage diplomatique. C'est tout à fait nouveau dans les cours des années 2010, en particulier par la France, pour justifier son intervention en Centrafrique en 2013. Donc, on intervient pour éviter un génocide. Donc, c'est quand même très nouveau dans le vocabulaire diplomatique. Vous avez un usage de type juridique. Voilà, bon, ça, je ne vais pas y insister. Quand il s'agit de mener des procès contre Milosevic, etc., etc. Et à ce moment-là, on est dans le cadre même de l'usage, de la naissance de ce terme, selon l'esprit de Lemkin, pour punir, voire aussi prévenir ce genre de crimes. Et enfin, il y a un autre usage qui serait celui de la propagande. Le mot génocide devient un mot propagande, au sens où il est utilisé contre l'ennemi, ou pour désigner l'ennemi, comme les Serbes du Kosovo disaient qu'ils étaient en danger de génocide de la part de la minorité albanaise. Donc c'était une manière aussi de se préparer à agir contre eux. Mais vous avez d'autres cas, les Palestiniens qui disent qu'ils sont victimes d'un génocide de la part des Israéliens, etc. Donc le mot sert à ce moment-là de propagande, pour justifier une action contre celui qui est présenté comme son ennemi. Donc, comment peut-on, à partir de ces usages qui sont vraiment multiples, avancer sur ce qu'on appelle génocide, en termes quoi? De droit ou de sciences politiques?
Alors, donc ça, c'est mon second point, c'est-à-dire, bon, ben, regardons la définition. Vous la connaissez par cœur. Bon, elle est très importante, cette définition du crime du génocide. Ça marque un avant et un après dans le droit international, c'est certain. Et c'est la première fois que des États définissent ce type de crime contre une population civile. Notez qu'ils se gardent bien de préciser qui sont les acteurs de ce type de crime. Et pour cause, puisque ce sont les États eux-mêmes, pas seulement, mais les États. Donc, bon, c'est un acquis, c'est pour la première fois au XXe siècle qu'on parle d'un crime qui est dans la démesure et qu'il s'agit de punir et de prévenir. Mais vous le savez bien, il y a beaucoup de problèmes dans cette définition. Il y a déjà l'intention de détruire, intent to destroy. L'intention, c'est compliqué en droit, je pense, pour la définir, mais en sciences politiques et en histoire, c'est compliqué parce qu'on parlerait plus d'un processus. Il y a la question du temps. Puis quel type d'acteurs? Les acteurs ne sont pas nommés. Alors, acteurs collectifs, acteurs individuels. Bon, après, de détruire un groupe en tout ou en partie. En tout ou en partie, ok, mais en tout on pourrait comprendre, mais en partie, à quel moment selon quels critères va-t-on parler d'une partie? C'est très compliqué. Ensuite, vous avez un autre problème dans cette définition, c'est atteinte à l'intégrité mentale des membres du groupe. Oui, puisqu'il s'agit de distinguer un groupe, mais comment définir le groupe? Enfin, bon, il y a une jurisprudence maintenant, mais donc, oui, d'accord, le groupe, mais intégrité mentale des membres du groupe, c'est toute la souffrance de la Terre qui est là. Donc, c'est cette définition, mais je pense que vous connaissez tous ces critiques, cette définition fait problème à l'historien et aux politistes. On pourrait revenir dans la discussion. Je trouverais plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, que je vous parle un peu du développement du champ des Genocide Studies à partir de cette définition de 48 de Lemkin. Parce que, en quelque sorte, c'est le droit qui a fondé les premières recherches dans ce domaine en sciences politiques. Il n'est pas souvent cité, mais le premier livre, c'est celui de Leo Cooper, Genocide and its Political Uses in the 20th Century, qui date de 1981, et vous pourrez le retrouver en bibliothèque. Il commence par la définition de l'ONU de 1948. Donc c'est finalement cette définition qui va constituer un critère pour définir des cas qu'il va étudier en sciences politiques. Alors vous regarderez, il y a le cas des Arméniens, il y a le cas de l'Ukraine, il y a le cas des Hutus du Burundi, massacre ô combien important qu'on a complètement oublié aujourd'hui parce qu'on est focalisé sur le Rwanda. Et puis le quatrième, je ne sais plus, je vous ai parlé de l'Ukraine, bon, il y en a, les Juifs, bien sûr. Donc voilà. Mais il va rajouter, par exemple, comme cas de génocide, le bombardement atomique d'Hiroshima. Mais je vous prends cet exemple parce que c'est un livre déjà intéressant qui est en sciences politiques et qui indique la tendance de l'époque, c'est-à-dire on est dans les années 1980. On va avoir 10 ans plus tard un livre de Frank Scholk et Kurt Jonasson. Frank Scholk, c'est un historien. Kurt Jonasson, c'est un sociologue. Et ils écrivent History and Sociology of Genocide. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils partent de la définition de l'ONU de 48 pour fonder ce champ de recherche. Donc je trouve particulièrement intéressant que ce soit les juristes qui disent aux politistes et aux historiens travailler un peu sur ce sujet, quoi. Alors, sans doute, le travail le plus intéressant, le plus abouti de mon point de vue dans cette époque, c'est celui d'une sociologue qui s'appelle Helen Fine, qu'on ne cite que très rarement en France, et qui a fait, de mon point de vue, un travail remarquable. Ça s'appelle Genocide, a Sociological Approach.
C'est un numéro spécial de la revue de sociologie américaine. Et son travail consiste à prendre la définition de l'ONU, stricto sensu, et elle va travailler une définition, une approche sociologique de la notion de génocide. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant que de temps en temps, on regarde un petit peu plus le travail d'Ellen Fay, qui, de mon point de vue, tient encore la route de ce point de vue-là. Mais vous avez ensuite un nouveau courant qui va se développer, surtout fin des années 90, début des années 2000, courant des années 2000, qui consiste à remettre en cause, questionner la définition de 48. Pourquoi? Parce que le critère du politique est exclu de cette définition de 48. On le sait, c'est pour des raisons politiques. Les soviétiques en voulaient pas, les Américains pas davantage. Enfin bon, on a des travaux là-dessus. Et donc, il va y avoir de nouveaux chercheurs qui vont en fait inclure le critère politique qui avait été exclu. Et ils vont même créer un terme qui s'appelle politicide, et je les connais bien. Les personnes dont je vous parle, je les ai connues, puisque j'ai un moment travaillé en Amérique du Nord sur ces questions. C'est Ted Gurr et Barbara Half. Ted Gurr est une star, c'était une star de la sociologie américaine pour son livre Why Men Rebel. Et ils vont travailler tous les deux à définir un autre concept qui est occulté par la définition de 48, c'est celui de politicide, qu'ils vont calquer sur la notion de génocide, c'est-à-dire pour que on comble le manque en quelque sorte de cette approche politique. Et puis vous avez d'autres chercheurs qui ensuite vont vont avancer encore dans cette direction, mais cette fois-ci pour se dégager en quelque sorte un peu de la définition de 48 et vont proposer, c'est l'époque de la Yougoslavie, la notion d'ethnic cleansing. Donc vous avez surtout Norman Lemar qui à la fin des années, au début des années 2000, publie Ethnic Cleansing in the 20th Century. Et vous remarquerez qu'il ne fait peu référence à la notion de génocide, estimant à ce moment-là que ça ne va pas véritablement coller avec la définition de 48. Un Anglais, alors celui américain, et Michael Mann, publie aussi à peu près à la même période un livre aussi dans ce sens-là, mais sous un angle différent, parce qu'il va critiquer la démocratie, c'est dans The Dark Side of Democracy. Il va inclure dans sa réflexion le massacre des Indiens aux États-Unis. Et la notion de génocide est pas centrale dans sa définition. Il va quand même l'inclure, mais de façon on va dire subtile, pour parler de rolling genocide, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu un génocide rampant contre les Américains. Donc on voit, alors je ne vais pas faire tout, ça serait trop long, mais on voit à ce moment-là se développer un courant de recherche qui en quelque sorte va se dégager de la notion de 48. Ça ne veut pas dire qu'ils l'oublient, mais ils veulent se distancier du droit. Tout se passe donc comme si au début, ces travaux qui prenaient le droit comme source d'inspiration, source de cadre théorique, bien deviennent plus autonomes, essayant de créer en quelque sorte leur propre vocabulaire, leur propre concept sur le champ de ce qu'on pourrait appeler, peut-être les violences de masse, les violences extrêmes. Et c'est un peu dans cette perspective, c'est même beaucoup dans cette perspective que j'ai, moi, travaillé au début des années 2000 sur ces sujets. Et à partir de, le travail
le livre que vous avez cité, Magali Libès, Purifier et détruire, qui en est le résultat, mais qui avait commencé aussi par une réflexion sur l'idée de se dégager du droit pour rejoindre en fait des réflexions sur la violence et la guerre, proprement dit. Vous voyez ? C'est-à-dire essayer de sortir des concepts juridiques pour faire toucher au fond le processus de destruction qu'implique le génocide, en considérant que ce qu'on appelle génocide, ce n'est qu'une des formes possibles de ces formes de destruction. Et je me permets de citer le colloque international que j'ai organisé en 2001 dans le cadre de l'Association française de sciences politiques, qui a donné un numéro spécial de la Revue internationale des sciences sociales, qui a pour titre « Violence extrême », justement. Violence extrême, c'est traduit aussi en anglais. C'est l'idée que le processus de violence peut monter à l'extrême, comme la guerre, comme l'avait dit Clausewitz, et prendre alors deux formes, on va dire, malheureusement complémentaires, celle du quantitatif, c'est-à-dire qu'on va parler à ce moment-là de violence de masse, mais aussi celle du qualitatif, c'est-à-dire qu'on va être dans les atrocités. Et donc, c'est un champ énorme qui s'ouvre à ce moment-là à la recherche et sur lequel je voudrais revenir. Donc, voilà un peu très rapidement, hein, trop rapidement, cette esquisse de tableau. Et en fait, on se dit que la notion de génocide est intéressante, mais elle ne peut pas se réduire le champ, d'autant qu'il y a des polémiques entre les chercheurs. Personne n'arrive véritablement, à travers ce que je viens de vous dire, à s'entendre sur ce qu'est un génocide. Les débats sont extrêmement vifs. Alors, on peut ne pas s'en étonner, puisque finalement, si vous voulez, vous prenez le champ, qu'est-ce qu'une démocratie ? Vous avez des tas de livres dans les bibliothèques qui s'interrogent sur la notion de démocratie. Donc, on va se dire aussi, dans ce cadre du génocide, c'est la même chose. Et donc, d'une certaine manière, ça montre que ce champ se constitue, se forme, s'enrichit et que les débats sont extrêmement vifs. Et les débats sont extrêmement vifs et passionnels parce que, n'oublions jamais, on parle de la mort et on parle de la mort de masse. Et les passions dans ce champ sont extrêmement vives. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai pu être aussi victime. Et donc, il est difficile d'arriver à se distancier de telle sorte qu'on puisse trouver une position, vous voyez, dire, voilà, c'est ça un des génocides. Et vous êtes sûr que vous avez des collègues qui vont dire, non, c'est pas du tout ça un génocide. Et il va vous donner des raisons qui peuvent aller tout à fait dans un autre sens. Je ne sais pas si vous seriez d'accord pour dire que les histoires des individus jouent beaucoup dans leur manière d'investir ce champ du génocide. Hein, bien sûr, par rapport aux Juifs, on sait très bien que des historiens de la Shoah, comme ce soit Paul Yakov ou Saul Friedlander ou bien d'autres noms, sont liés à ce sujet du fait de leur histoire. On va le trouver de la même manière pour les Arméniens. Donc, on va pouvoir investir ce champ parce que on veut comprendre ce qui a pu arriver à sa famille, on veut se mettre aussi en justicier. Donc, ça va introduire des débats très difficiles, très passionnels, qui compliquent beaucoup la rationalité du sujet. Mais aussi de façon plus globale. Par exemple, pour les Arméniens, vous avez non, je vais prendre deux exemples. Celui de Saul Friedlander, dont je vous l'ai dit, pour son investissement dans la Shoah, puisqu'il a perdu ses propres parents. Mais vous pouvez prendre aussi Franz Tudjman en Croatie, qui est l'ancien président de la Croatie, qui s'est mis à travailler sur ce sujet avant de devenir président de la République, simplement parce qu'il voulait travailler sur les massacres
commis par les Serbes sur les Croates. Donc, vous avez toujours cette histoire-là. Et c'est compliqué de prendre de la distance. Si vous regardez le passé, il y a une question qui se pose à Raphaël Lemkin, c'est la question de l'anachronisme. J'ai un grand respect pour Raphaël Lemkin, bien sûr, mais sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, il me semble ambigu, puisque d'un côté, il dit le génocide, je crée ce mot pour désigner un crime nouveau, donc au XXe siècle, mais en même temps, il dit ailleurs que c'est un crime qui est aussi vieux que le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc là, il y a la question de la chronologie et de l'anachronisme. Et vous avez des historiens qui ne veulent pas utiliser le mot génocide pour des temps passés, parce que c'est un problème de mentalité. C'est valable pour le XXe siècle, et encore qu'une partie du XXe siècle, mais après, parler de génocide dans le cadre de la Révolution française, dans le cadre des croisades, dans le cadre de l'Antiquité, ils considèrent que c'est totalement impossible. Donc là, vous avez un problème très, très, très difficile aussi, qui fait qu'on ne sait pas comment définir le génocide du point de vue de sa temporalité. Et c'est là aussi une source de conflit considérable. Et sauf, si vous voulez, si on prend cette posture de c'est pas possible de faire de l'anachronisme, la seule manière de s'en sortir, c'est de dire que le mot génocide va désigner des pratiques antérieures qui n'avaient pas de nom. Donc, c'est le droit international qui dit aujourd'hui, voilà ce que c'est. Alors, bon, ça se discute. Hein. Donc, ça, ce sujet-là de l'anachronisme, je trouve que ça pourrait être très intéressant d'en parler. Maintenant, je reviens sur ce développement des travaux autour des violences de masse, qui élargit, vous voyez, en quelque sorte, et qui inclut la notion de génocide. Et m'étant inscrit dans ce champ, je souhaite beaucoup discuter avec les juristes, parce que je pense que toutes les expériences que j'ai faites de discussion avec les juristes sont très importantes, et c'est si vrai que dans 2 jours, je suis appelé à comparaître en cour d'assises pour le procès sur le Rwanda, comme j'ai déjà fait antérieurement, donc qui a commencé à Paris. Donc, j'accepte de mon point de vue de spécialiste du génocide et des crimes de masse de témoigner dans l'arène judiciaire. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas la même approche. Et déjà, vous voyez, en termes de vocabulaire, je trouve que ce serait très utile de différencier crime de génocide et génocide. Parce qu'on mélange souvent les 2 registres. Et je trouve, c'est tout à fait formel ce que je vous dis, mais parler de crime de génocide, d'accord, on est dans le domaine du droit international, c'est-à-dire qu'on est renvoyé à crime de guerre, crime contre l'humanité, etc. Tandis que le mot génocide, alors c'est un terme plus global qui peut être utilisé par des chercheurs en sciences sociales. Ensuite, je vous ai parlé des violences de guerre, violences extrêmes. Eh bien, je pense que il y a eu déjà une unité lexicale, c'est pas la seule, de référence dans ce champ. C'est un mot assez horrible, mais qui n'est pas juridique, et c'est pour cela que j'ai trouvé intéressant, c'est la notion de massacre. C'est une réaction que j'ai eue à force de fréquenter mes collègues américains, fin des années 90, début des années 2000, qui avaient tendance à parler de massacre comme un génocide. Non, un massacre n'est pas nécessairement un génocide, mais un massacre ou une série de massacres peut devenir un génocide. Donc, il s'agit d'étudier le processus qui va conduire au génocide. Donc, vous voyez, là, on fait apparaître une notion qui
se dégage du droit, en quelque sorte, sans jamais l'oublier, parce que le massacre, on pourra le définir de crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. Je veux dire, c'est pas mon problème à ce moment-là. Je souhaite en discuter avec les juristes. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que politiste, c'est de donner une définition à ce terme comme élément lexical de référence dans le champ d'étude. Et je définirais le massacre comme une forme d'action le plus souvent collective de destruction de non-combattants. Action le plus souvent collective parce que je me crois très peu à la théorie du loup solitaire. On massacre généralement pas seul, donc ça suppose une entreprise, et là la sociologie peut nous aider, de destruction parce qu'il ne s'agit pas de tuer les gens seulement, mais de piller leurs récoltes, de brûler leurs maisons, de violer les femmes, etc., voire les hommes. Donc les Khmers parlaient de détruire, non pas de tuer, et de non-combattants parce que ça implique non seulement on pense tout de suite aux femmes et aux enfants et aux personnes âgées, mais aussi aux soldats qui ont été désarmés. Donc, à partir de là, à partir de cette définition empirique, si vous voulez, dans ce champ d'études, eh bien, vous vous posez la question de à quelles conditions, dans quelles circonstances, un massacre ou une série de massacres peut devenir un génocide. Et ça, c'est le début de mon travail de purifier et détruire. Et du coup, vous voyez, cette question de la définition qui était au début des premiers travaux dans ce champ, c'est-à-dire il donnait la définition, comme je vous ai dit, comme Cooper, et puis bon, voilà, il dépliait des différents cas. Moi, j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire j'ai pris cette définition du massacre et je me suis posé à la fin du livre, alors, est-ce que ça relève du génocide ou pas du génocide? Vous voyez, c'est une démarche complètement différente. Et l'autre élément, c'est que j'ai introduit la comparaison pour pas mettre l'Holocauste à part des autres cas de génocide. Ça, c'est un autre problème que je vous avais pas soulevé, mais dans les années 1980, vous savez que les chercheurs sur le génocide des Juifs ont voulu mettre à part quelque part le cas des Juifs, parlant de Holocauste et Shoah. Et ça s'est traduit par des revues. Vous avez Holocaust and Genocide Studies, par exemple, ou Holocaust Studies, pour bien marquer la différence. Je trouve que c'est un procédé, ça se comprend parce que le cas du génocide des Juifs est singulier, j'ai écrit là-dessus, mais en même temps, il a des processus communs avec les autres cas. Donc, dans mon travail, je n'ai pas voulu faire cela, et donc j'ai pris 3 cas qui sont le génocide des Juifs, enfin les Juifs, le Rwanda et la Bosnie, pour essayer de les comparer avec cette idée qu'il faut les différencier. Et c'est à la fin que je pose cette question de la définition sur laquelle je voudrais terminer. Donc voilà le processus que j'ai suivi dans cet ouvrage qui m'a pris plusieurs années. Et l'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est que dans ce livre, si vous le regardez, à la fin, vous avez la présentation de l'encyclopédie des violences de masse. En fait, j'avais appelé ça des massacres et génocides, mais à la suite du comité éditorial que nous avions créé, comité scientifique qui était tout à fait remarquable, on a choisi justement violence de masse. Vous voyez, c'était une idée d'évoluer dans ce terme. Hein. Vous aviez Nicolas Vert, Christian Grao, enfin il y avait beaucoup de gens qui étaient tout à fait remarquables. Et donc ce projet, c'était, je vais en dire juste un mot, c'était l'idée de créer sur Internet. Vous pouvez trouver toujours, maintenant à l'adresse massviolence.org, vous allez trouver beaucoup d'études différentes. C'était de mettre en ligne le meilleur des connaissances dans ce domaine. Vous voyez, c'est-à-dire que les chercheurs, les historiens, les juristes fassent part de leur savoir pour le faire partager à un plus large public, aux journalistes, à n'importe qui, à d'autres juristes, etc., etc. Donc, c'était un projet passionnant qui a commencé en 2008 à Sciences Po et qui a duré jusqu'à 2012. Il a changé de nom après, mais vous allez trouver beaucoup d'études de cas
la rubrique la plus intéressante de ce point de vue-là me semble les case studies, mais je n'y insisterai pas. Alors, ce projet, moi, m'a aidé aussi à évoluer vers une sorte de typologisation, une sorte de typologie de ces processus de destruction. Parce que finalement, ce qu'on étudie à travers le massacre qui peut conduire au génocide, pas forcément, c'est un processus de destruction. C'est un processus de destruction qui a différents objectifs politiques. Et c'est là où je voudrais vous faire part aussi de ma réflexion sur ce plan, c'est-à-dire que le mot génocide écrase un peu tout. Alors bien sûr, on a les notions de crime contre l'humanité, crime de guerre, etc. C'est très bien de raisonner avec d'autres notions, justement. Mais si je prends le point de vue de la sociologie politique, je distinguerai trois types de processus de destruction, comme je vous ai dit, un peu à la Max Weber. Détruire pour soumettre, détruire pour éradiquer et détruire pour déstabiliser. Alors, détruire pour soumettre, eh bien, je prends cet élément de référence de base que j'appelle massacre et ben, je vois tellement de cas dans l'histoire où on détruit une partie de la population pour soumettre ce qu'il en restera. Donc le massacre a un but politique évident, c'est finalement de soumettre le groupe, d'être dans une logique, alors ça peut être de conquête, de gagner la guerre. Le massacre a pour but de faire peur, de terroriser, de telle sorte qu'on arrive à la soumission. Alors, vous avez beaucoup d'exemples qui relèvent bien sûr de la guerre, de la conquête coloniale, donc pour l'exploitation économique d'une région, on pense par exemple à l'Amérique du Sud ou ailleurs, mais il y a bien sûr des logiques politiques à cette dynamique qui consistera à introduire un processus révolutionnaire comme la Révolution française ou les bolcheviks ou le Mao ou la Chine. C'est-à-dire que la guerre n'est plus seulement le moyen, la politique n'est plus le moyen de continuer la guerre, mais la guerre n'est plus le moyen de continuer la politique, mais c'est la politique qui se sert de la destruction des civils pour s'imposer. Donc, ça me paraît une logique vraiment puissante qui, me semble-t-il, relève plutôt du crime contre l'humanité. Mais bon, ça, je voudrais en discuter avec vous. Vous avez une deuxième dynamique qui est celle de détruire pour éradiquer. À ce moment-là, le but n'est pas simplement, enfin, n'est pas, je ne dirais pas simplement, le but n'est pas de soumettre un groupe, c'est plutôt de l'éradiquer, c'est-à-dire, c'est une logique identitaire. Alors, qui en a deux formes, c'est-à-dire la première, c'est au toit de là que je m'y mette, c'est-à-dire faire partir les gens en les massacrant en partie. Donc ça se produit beaucoup dans l'histoire. Mais donc on n'est plus dans la même dynamique que la précédente, c'est-à-dire qu'on ne veut pas vivre avec ces gens. Donc il s'agit de les faire partir, il s'agit de les éliminer, ou alors d'en faire partir un grand nombre et de faire en sorte que les autres soient soumis. Enfin, c'est toujours compliqué. Il peut y avoir plusieurs variantes de ce processus. Et donc, cette logique d'éradication, elle définit en quelque sorte celle du nettoyage ethnique dans les années 1990, mais qui est une pratique très ancienne, et elle peut aller jusqu'au génocide. Donc, il y a une question de l'amplification de ce processus. Et certains ont dit que, voilà, dans le nettoyage ethnique, on détruit les gens, on les chasse,
et on dit par ici la sortie, c'est-à-dire qu'on laisse toujours une sortie possible, mais dans le génocide, on ferme toutes les portes. Donc, c'est dans cette deuxième logique qu'il s'agirait de voir plutôt la dynamique génocidaire. Et puis, vous avez un troisième type de destruction, sur lequel je m'arrêterai encore moins, c'est détruire pour déstabiliser, et là, on est plus dans la logique du terrorisme. Alors, c'est aussi là très compliqué parce que vous avez des États qui peuvent être impliqués, vous avez des groupes qui sont manipulés par ces États. Ils n'ont pas les moyens de détruire le groupe de façon importante, mais ils sont suffisamment puissants pour produire des effets de terreur dans le pays visé, possiblement aussi des réactions fortes de reprise en main du pouvoir local de telle sorte que ça aille dans leur sens, etc., etc. Donc on pense à Ben Laden, on pense à plein de cas, on pense aussi à la manière dont l'Iran de Khomeini a apparemment lancé des opérations sur la France dans les années 80, précisément pour que la France ait une politique plus proche de l'Iran, etc., etc. Donc, on est là plus dans une logique du terrorisme. Ça paraît en dehors des travaux sur le génocide, mais en fait, ces groupes utilisent des techniques de massacre qui sont utilisées à plus grande échelle par les États, en quelque sorte. Ils singent, ils copient les États, voire les États inspirent ce type d'action à des groupes. Donc, c'est mon collègue Isabelle Sommier qui fait le lien entre l'État terroriste et les groupes terroristes, en rapprochant cela aussi des travaux sur le génocide. Donc, elle parle de violence totale. Donc, voilà les trois formes politiques de destruction de populations qui me semblent importants à signaler. Et pour terminer, j'aurais pu développer aussi tout le champ de ce qui me paraît très intéressant des mass violence studies, on va dire, sur lequel je travaille toujours à Sciences Po, puisque finalement j'enseigne depuis près de 20 ans un cours sur ces questions-là à Sciences Po, Paris, mais je vais sans doute être trop long. Et je voudrais juste, puisque la question est qu'est-ce qu'un génocide? Vous savez, vous avez compris que je suis pas tout à fait à l'aise pour donner une définition du génocide. Je suis plus dans le questionnement, en fait, et dans le dialogue avec les juristes, et pas seulement. Mais s'il fallait aller dans une direction précise, enfin, ce serait pour parler de cette deuxième logique que s'appelle détruire pour éradiquer. C'est-à-dire que pour moi, le génocide, c'est un processus de destruction, de destruction qui vise à l'éradication d'une collectivité ou d'un groupe, à l'éradication totale d'une collectivité ou d'un groupe, les critères de ce groupe étant définis par ceux qui engagent cette action. Donc c'est à la fois impliquer une approche qualitative, puisque c'est le persécuteur qui définit le groupe à exterminer ou à éradiquer, mais la question du nombre reste posée. Alors, j'aimerais aussi poser cette question, à partir de quel moment peut-on parler de génocide en termes de quantitatif? Je n'en sais rien. Hein, on ne sait pas le dire, ça peut être un village, ou est-ce que ça peut être un pays, enfin un groupe dans un pays. On ne sait pas à quel moment on va basculer. La définition de Lemkin, de l'ONU, ne dit pas à quel moment on va basculer de façon quantitative dans un génocide. Donc c'est cette imbrication du quantitatif et du qualitatif qui pourrait, d'une certaine manière, de mon point de vue, définir ce que j'appelle un génocide, et ça, je le dis à la fin de Purifier et détruire.
Bon, les gens ne remontent pas parce que c'est pas trop, ils n'ont pas été au terme d'un bouquin de 500 pages, mais c'est là où, c'est à la fin que je donne la définition du génocide. Mais aujourd'hui, puisque j'ai fait différentes contributions sur ce sujet-là, je ne vous le sentez certainement aussi, je ne veux pas m'enfermer, entre guillemets, dans une définition du génocide. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de comprendre les processus de violence de masse, vous voyez, plutôt qu'une catégorie juridique. Bien sûr, c'est important pour la protection des victimes, pour le droit, pour les procès, etc. Mais ce qui me semble essentiel, c'est de comprendre comment un processus monstrueux peut monter en puissance dans un pays avec cette idée que n'importe quel pays peut y être atteint. J'inclus les démocraties dans cela. Je suis pas d'accord pour dire que génocide et totalitarisme, c'est l'équation. Non, je pense que n'importe quel État au monde peut être victime d'un phénomène de destruction de masse, et si la démocratie flageole, s'effondre dans ce pays. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ce processus-là de bascule en tant qu'historien et politologue, et aussi, bien sûr, le problème du passage à l'acte. Comment? Donc, vous voyez, je reviens sur les fondamentaux un petit peu d'une approche en socio-historique, voire psychologique. Mais je suis toujours ravi de discuter avec des juristes. Voilà. J'ai terminé. Excusez-moi, c'était peut-être parfois un peu confus parce que je suis fatigué, mais j'espère que ça ira. Non, pas du tout. C'était absolument passionnant. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais pas vous poser les questions tout de suite. Il y a déjà des questions qui sont remontées. On va centraliser les questions pour après l'intervention de Monsieur Olivier. Je signale juste une remarque qui a été faite par une juriste justement qui s'appelle Anne-Laure Chaumette. Je sais pas si vous la connaissez, mais qui signalait que les juristes utilisent eux aussi parfois la distinction entre génocide et crime de génocide pour distinguer d'un côté la responsabilité de l'État ou l'acte illicite qui est commis par l'État, les actes criminels des individus qui amènent aussi leur responsabilité pénale. Donc voilà, mais ça rejoignait la distinction que vous avez fait tout à l'heure, mais dans un sens quand même différent. Donc je vous propose, on va passer à la seconde intervention et puis je reviendrai vers vous après pour les questions et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous avez un chat à côté à droite qui vous permet de poser toutes les questions que vous voulez à l'écrit, que ce soit pour Jacques Semelin ou pour Laurent Olivier. Donc Laurent Olivier, on est aussi très heureux de vous accueillir ce soir. Cet été, je sais que plusieurs personnes à l'Institut ont été passionnées par votre livre et l'enquête que vous avez menée. Je ne vais pas prononcer le titre complet parce que mon accent va être catastrophique, mais en tout cas votre enquête sur le dernier massacre des Indiens. Et donc on s'est aussi évidemment intéressé à la manière dont vous utilisiez dont vous meniez votre enquête et la manière dont vous utilisiez la notion de génocide, de massacre, etc. Et donc je vous cède la parole pour une durée équivalente pour que vous nous fassiez part de vos réflexions aussi sur la définition du génocide et la manière dont un historien comme vous peut y recourir. Est-ce que vous souhaitez que je peux essayer de partager votre PowerPoint si vous le souhaitez, ou est-ce que vous préférez le partager vous-même? Mais en fait, je pense que c'est mieux si on ne passe pas le PowerPoint. Eh bien, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Comme ça, on vous voit en gros plan et on vous écoute. C'est très bien. Voilà. Alors, d'abord, je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre invitation. J'étais très heureux d'entendre Jacques Semelin parce que je me suis beaucoup fondé sur ses travaux pour mon propre travail sur le massacre de Wounded Knee. Donc, je me sens un peu illégitime ce soir parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question du génocide et je ne suis pas non plus du tout un spécialiste de la question indienne aux États-Unis. En fait, ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est l'archéologie celtique, l'archéologie gauloise, et c'est de l'aborder sous un angle un petit peu décentré de la question en fait, des massacres et de la colonisation. Et il y a beaucoup de parenté, bien qu'on soit à près de 2000 ans de distance, il y a beaucoup de parenté entre ce qui se passe au moment de la colonisation romaine et ce qui se passe au moment de l'arrivée des Américains aux États-Unis. Donc, ce qui m'a intéressé en allant aux États-Unis, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme, qu'est-ce qu'il y a comme processus derrière ça. Donc,
on est embué par une vision très gréco-romaine, en fait, par les sources historiques romaines pour aborder cette question des massacres et des violences de masse dans l'Antiquité. On a une distance de près de 2000 ans et je voulais voir en allant aux États-Unis ce que ça faisait 130 ans après et comment cette question-là résonnait concrètement. Alors, peut-être il faut faire une petite parenthèse pour vous expliquer qu'est-ce que la démarche archéologique a de particulier. En fait, nous, on s'intéresse à la matérialité, c'est-à-dire à la manière dont les événements ou les comportements transforment matériellement les choses. Et en la matière, et je pense que c'est là où je rejoins le travail de Jacques Semelin par un autre bout, ce qui nous intéresse, c'est finalement c'est ce que font les gens et ce qu'on fait aux gens, au-delà des discours. Donc c'est la question de la matérialité, les preuves matérielles. Et j'ai été beaucoup frappé de voir que, en fait, les premiers critères qui ont été définis par Raphaël Lemkin s'appliquaient, ça cochait toutes les cases de ce que les Américains avaient fait aux Amérindiens. Et puis aussi, j'étais très frappé par quelque chose que Jacques Semelin vient d'évoquer, c'est le fait que cette question, en fait, et c'est un aspect qui est très archéologique, c'est le fait que le passé, en réalité, est indémêlable du présent. C'est-à-dire que cette question des massacres ou des violences de masse du passé, que ce soit le passé extrêmement lointain de l'Antiquité ou le passé proche du 19e siècle ou même du 20e siècle, en fait, il est indémêlable des questions qui se posent dans l'aujourd'hui et des enjeux du présent. Ce qui fait que cette question de la définition des massacres génocidaires ou des massacres de masse, en fait, elle est indémêlable des enjeux du présent, ce qui la rend effectivement particulièrement difficile à évaluer. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis plutôt intéressé à cette question des processus, c'est-à-dire matériellement, qu'est-ce qui se passe quand il y a des massacres de population. Quelle que soit la taille de la population, à Wounded Knee, c'est 300 personnes, par exemple. Mais il peut y avoir des massacres plus petits ou des massacres plus grands. Ce qui m'a intéressé, c'est de regarder par comparaison avec les autres massacres, la question de ce qu'on appelle en archéologie la chaîne opératoire. C'est-à-dire que pour mener à bien cette opération, il y a toute une série de phases qu'il faut respecter, chaque phase préparant la suivante jusqu'à l'accomplissement complet du processus. Et ce qui est tout à fait intéressant quand vous regardez ces questions de massacre, c'est qu'en fait, le massacre, et le cas de Wounded Knee le montre très bien, le massacre n'est pas prédéterminé. C'est un accident. C'est un accident qui arrive à un moment dans un contexte qui l'autorise, en fait. Mais il n'est en général pas prémédité. Dans le cas de Wounded Knee, c'est complètement accidentel. En revanche, ce qui existe, c'est un terrain qui a été préparé de longue date, pratiquement dès les années 1830, qui a consisté à déshumaniser l'autre, déshumaniser l'Amérindien. Et les ordres reçus par l'armée à ce moment-là, c'est s'ils résistent, détruisez-les. Et donc le massacre se déclenche à un moment parce qu'il y a un soupçon de résistance et à ce moment-là, on tue les femmes, les enfants, les vieillards, absolument tout le monde. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est de regarder cette typologie en quelque sorte des massacres. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que ces massacres génocidaires, mettons des guillemets à génocidaires, moi, ce qui me frappe beaucoup en tant qu'archéologue, c'est qu'il y a une technologie de ces massacres. Et c'est quelque chose qui est très daté. Ce sont des massacres qui, généralement, sont datés du XXe siècle. Et Wounded Knee, de ce point de vue-là, est intéressant parce que après la guerre de sécession, après l'expérience européenne de la guerre de 70, dans laquelle il y a des observateurs militaires américains qui viennent observer comment se déroulent ces nouvelles guerres où on s'attaque plus seulement aux armées ennemies, mais aux populations ennemies, eh bien, on voit apparaître ce qu'on pourrait appeler des technologies modernes, contemporaines de la destruction de l'autre. Et donc, c'était ça qui m'a intéressé à travers l'exemple de Wounded Knee, c'est de voir comment, en fait,
ce massacre inopiné s'inscrit finalement dans ce que Jacques Semelin appelle un processus génocidaire. Et je trouve le terme de processus extrêmement important ici parce que il implique cette idée de chaîne opératoire, cette idée qu'il y a effectivement toute une gamme d'opérations qui s'enchaînent les unes après les autres, qui sont nécessitées matériellement et qui produisent un type de résultat. Tout à fait intéressant aussi pour la question des massacres, si on les prend d'un point de vue matériel. Il y a la question effectivement d'organiser la tuerie qui demande une grande organisation. C'est relativement facile de tuer quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile de tuer un groupe de personnes. Ça demande de la logistique, ça demande une formation des tueurs, une formation technique, ça demande une séparation des hommes et des femmes, ça demande à mettre en place tout un processus qui, on le voit bien, qui vise à annihiler les défenses, à engager l'autre dans un processus irréversible, qui fait que une fois que le stade A a été validé, eh bien on passe directement au stade B et on ne peut plus revenir au stade A. Et petit à petit, ça conduit l'autre vers cette extrémité. Donc, ce qui est très important techniquement, c'est effectivement toute cette question d'organiser la tuerie, mais aussi, tout aussi important, et je pense que c'est une question qui généralement a été un petit peu sous-estimée, c'est qu'est-ce qu'on fait des corps? Ça, c'est une vraie question matérielle. Tuer une masse de gens, ça produit une masse de corps et ça pose immédiatement des problèmes de logistique. Comment on les transporte? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on traite les corps? Et je crois qu'un des critères qui est vraiment un des critères distinctifs, c'est une question qui vient d'être évoquée par Jacques Semelin, c'est qu'est-ce qu'on fait des morts? Et il y a vraiment, et on le voit très bien dans le cas du massacre de Wounded Knee, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler un processus de dévitalisation. C'est-à-dire qu'on tue les gens, certes, mais le massacre ne s'arrête pas là. Il faut également profaner les corps. C'est-à-dire qu'à Wounded Knee, par exemple, on scalpe les hommes pour ramasser des scalps. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, on les garde. On déshabille aussi les morts, les cadavres, pour s'emparer de leurs vêtements. Des vêtements qui vont ensuite être collectionnés, qui vont être exhibés comme des curiosités indiennes. Et on a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, qui sont des tueurs d'Indiens. Et l'objectif, c'est de récupérer des parures de plumes, de récupérer des leggings, de récupérer ce qu'on appelle des ghost shirts, des chemises de danse. Bref, il y a tout un commerce et en tout cas tout un travail sur les restes matériels, les restes corporels, restes de corps, restes de vêtements. Il y a aussi un acharnement sur les enfants, ça c'est tout à fait intéressant. Il y a, on ramasse des berceaux, par exemple, à Wounded Knee, on ramasse des coiffes de bébés, on ramasse des petits mocassins d'enfants, on ramasse même peut-être à l'exposition de Washington, il y a un petit corps momifié qui pourrait venir de Wounded Knee, qu'on expose comme une rareté, comme une curiosité. Il y a l'idée de dévitaliser l'autre, de s'emparer de son corps, de s'emparer de ce qu'il possède, et puis de faire en sorte que, je ne sais pas comment le dire, que sa mort échappe même à l'autre, en faisant en sorte que eh bien, le corps est ensuite soit entassé dans une fosse commune, c'est-à-dire c'est une sorte d'antisépulture, c'est-à-dire que ce sont des corps qui ne sont pas veillés, ce sont des corps qui ne sont pas habillés et parés pour la mort, au contraire, ce sont des corps qui ne sont pas mis dans un cercueil, ce sont des corps qui n'ont droit à aucun respect et qu'on traite comme des carcasses de bêtes crevées. Donc, il y a toute cette symbolique qu'on pourrait dire de l'anti-traitement funéraire, vous voyez, qui me paraît extrêmement importante. Et puis, il y a aussi l'idée que l'exposition du corps des morts, elle vise aussi à terroriser, tout autant que le massacre. À Wounded Knee, l'armée américaine ramasse ses morts et ses blessés, bien sûr, mais elle laisse sur ce qu'on a appelé de manière très abusive le champ de bataille,
elle laisse les corps des femmes, des enfants et des hommes qui sont éparpillés sur le site. Et ça, cette idée-là, c'est de dire, en fait, c'est de priver les gens de sépulture. L'exposition des morts a aussi une visée de terreur, en fait. Donc, le massacre de masse, la violence de masse, l'objectif de terreur, il joue aussi avec les corps. Pas seulement, ça ne s'arrête pas seulement au niveau du massacre lui-même. Donc, moi, ce qui m'intéressait en tant qu'archéologue, vous voyez, c'est il y a ce fameux proverbe chinois qui dit que lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien, les archéologues sont ces imbéciles par rapport aux historiens, aux sociologues, dont on s'intéresse à la matière, à ce qu'on fait avec les choses. Les choses, c'est-à-dire les corps, les gens, les animaux, mais aussi tous les objets qui les entourent. Et l'exemple de Wounded Knee, je l'ai trouvé intéressant parce que il conduit à élaborer une sorte de. Jacques Semelin, à l'instant, évoquait le mot typologie. Oui, c'est un terme très archéologique. Il conduit à élaborer une sorte de typologie des actions, des actes qui sont réalisés sur, je dirais, cette matière qui est le corps de l'autre. Et puis, la définition d'un processus ou d'une chaîne opératoire de traitement des corps. Et à partir du moment où on a commencé à élaborer cette sorte de grille, en sachant qu'on a un matériau excessivement riche, hein, le XXe siècle est rempli de telles violences de masse, à ce moment-là, on peut peut-être, alors je ne sais pas si ça vous est utile, vous, d'un point de vue juridique, mais on peut commencer à mener des études comparatives. À partir du moment où on a une grille typologique, une chaîne opératoire, on peut commencer à essayer de regarder qu'est-ce qui se ressemble et qu'est-ce qui ne se ressemble pas. J'ai commencé, mais par le plus grand des hasards, à m'intéresser à un autre phénomène de violence de masse qui est celui de la commune, en recensant les endroits où sont accumulés des corps. J'en ai recensé à peu près plus d'une centaine, à peu près 125 à Paris, intramuros et aussi à l'extérieur. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est comment on traite ces corps, en fait. Ce qu'on en fait, ce qu'on prend sur les corps, ce qu'on fait des corps eux-mêmes, les fétiches, les reliques, etc. Et ce que ça dit, au fait, du traitement de l'autre. Le massacre de masse, d'un point de vue archéologique, moi, il m'apparaît un petit peu comme l'envers de la mort naturelle, en fait, comme sa négation, comme le fait de la rendre impossible en accumulant une série de pratiques qui sont des sortes de pratiques, je les appellerais en quelque sorte antifunéraires, en fait. Et à ce moment-là, si vous voulez, la question qui est la question gênante depuis le début, qui est la question de l'intentionnalité, qui est une question centrale en matière juridique. C'est ce qui sépare l'homicide du meurtre ou de l'assassinat, l'intention du massacre. En fait, elle devient, cette question qui est tellement empoisonnée, en fait, elle devient secondaire quand vous commencez à regarder effectivement comment ça se passe techniquement, matériellement. Et c'est plutôt, alors là, c'est une question ouverte, hein, c'est plutôt dans ce qui peut apparaître comme les marges du massacre, dans toutes ces pratiques de traitement des corps et des choses, c'est plutôt là où l'intention exterminatrice, l'intention d'éradication, si vous voulez, devient la plus manifeste. C'est là où je dirais le processus se trahit lui-même. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce travail sur Wounded Knee, sur lequel je suis tombé complètement par hasard. Je voulais aller aux États-Unis pour voir ce qu'il en était de la question amérindienne, et finalement, je suis tombé sur cette question de Wounded Knee qui était centrale, qui est dans toutes les conversations, qui est une sorte de traumatisme collectif qui n'a jamais été réparé. Et ça aussi, c'est une question que je trouve intéressante, qui est une question qui peut
qui est dans les prolongements en fait de ces violences de masse, c'est la question de la réparation qui a été évoquée tout à l'heure. Et là aussi, on peut la prendre comme un symptôme. C'est-à-dire que l'énormité de ce qui est commis, et encore une fois, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de la puissance du traumatisme. À Wounded Knee, ce qui a absolument traumatisé les communautés amérindiennes, c'est qu'on s'en soit pris aux femmes et surtout aux enfants. Tuer les enfants, c'est tuer l'avenir, en fait. C'est empêcher symboliquement toute possibilité. Et c'est peut-être la chose la pire qu'on puisse faire. Tuer des hommes, c'est terrible. Tuer des femmes, c'est horrible. Mais tuer des bébés, c'est vraiment le comble de ce qu'on puisse faire. Eh bien, il revient sans cesse ces histoires où on dit que sur le champ le lieu de massacre, il y avait des bébés qui tétaient le sein de leur mère morte. Et plusieurs histoires disent, mais moi, mon enfant, il était petit, il a tété le sein de ma femme qui avait été tuée, et puis quelques semaines après, il est mort, parce qu'il a bu le sang des morts. C'est ça qui a traumatisé essentiellement les Lakota. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette question du trauma, alors là on est presque dans une dimension, je dirais, peut-être psychanalytique ou psychologique, comment le trauma, n'étant pas réparé, et d'ailleurs il est difficilement réparable, comment il continue encore de se réverbérer chez ceux qui suivent. Et là encore, c'est une problématique tout à fait archéologique que vous partagerez peut-être avec moi, avec nous. C'est cette idée que le passé, comme dit Faulkner, le passé n'est pas passé. Ce passé-là est toujours là. Et il est toujours là d'une manière active, comme un traumatisme qui ne cesse de se réverbérer, de rejouer, d'être remis en jeu, d'être remis en scène, d'une certaine manière, à chaque génération qui suit. Et ce que je trouve passionnant d'un point de vue de recherche, c'est d'essayer d'observer comment justement ce passé fonctionne comme un terrain stratifié. C'est-à-dire que chaque génération amène comme des couches dans le terrain, et en fait l'événement du passé continue à jouer à travers l'empilement des couches, continue à se transformer en fait, et continue à se réverbérer avec tous les apports qui viennent au-dessus. Donc on n'est plus dans cette question, on a évoqué la question de l'anachronisme, qui effectivement est une question centrale. On n'est plus dans la question de tenter de retrouver l'événement authentique en lui-même, tel qu'il s'est produit, si tant est que ça puisse être possible. Ce qui devient intéressant dans ces cas-là, c'est tout le contraire, c'est d'observer sa distorsion d'une autre manière, et d'observer comment il est rejoué, il rejoue dans les présents qui le suivent. Une dimension peut-être plus archéologique qu'historique en somme. Donc en fait, je suis tombé un petit peu par hasard sur cette question-là, enfin par hasard, en même temps pas par hasard, puisque sont des questions qui me travaillent depuis des années, cette question des disparus et des violences de masse. En fait, Wounded Knee je le prends comme une sorte de laboratoire, en fait. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que c'est encore un enjeu actuel. D'ailleurs, comme dans tous les terrains de violence de masse. Et c'est comment en fait le passé continue encore à être un enjeu pour le présent. C'est ça qui m'a intéressé dans l'expérience de Wounded Knee. Voilà, brièvement ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup, c'était aussi très intéressant, et cette dimension archéologique, moi je suis pas du tout, c'est pas du tout ma spécialité, mais je trouvais très intéressant de voir ressortir ces dimensions de l'archéologie dans les travaux de recherche que vous avez menés. C'est passionnant. Alors après, effectivement, on va dire ce qui ressortait. Je voudrais essayer de nous équilibrer, mais je n'y arrive pas pour l'instant, ça va venir. Ce qui était très intéressant dans vos interventions, c'est qu'on voyait bien à quel point tous les deux vous vous intéressiez aux questions au processus en fait
c'est-à-dire à la manière dont ces violences se naissent et quel est l'enchaînement en fait qui va les produire. Et effectivement, c'est une question qui ne peut pas ne pas intéresser les juristes, même si elle n'est pas directement juridique et que les outils juridiques sont évidemment peut-être très inutiles pour comprendre ces processus. Mais en tout cas, ils sont essentiels. Alors, ils sont essentiels, bien sûr, d'un point de vue, on va dire, strictement juridique pour caractériser l'intentionnalité ou la concertation qui est nécessaire, par exemple, dans le cadre du génocide, mais elle est aussi fondamentale pour que les juristes comprennent vraiment ce que c'est un génocide ou ce que sont des violences de masse. C'est-à-dire que à mon sens, c'est effectivement essentiel à notre capacité à appréhender ces phénomènes, en fait. C'est-à-dire que sinon, quelque part, on voit des choses, mais on ne sans rien comprendre. Et en termes de prévention, puisque le droit, c'est sanctionner, mais c'est aussi essayer de prévenir, c'est aussi censé être un outil de prévention. Sans doute, la compréhension de ces processus, elle est déterminante, en fait, pour, même si on est toujours petit dans le cadre de la prévention et dans notre capacité à limiter la résurgence, en fait, des phénomènes, mais ça semble tout à fait fondamental. Alors, j'avais envie de vous poser une première question. Alors, tout à l'heure, je pense qu'on va revenir vers vous, Jacques Semelin, avec pas mal de questions sur la question des usages politiques, parce qu'il y a beaucoup de questions qui, sans employer directement le mot ou l'expression, portent sur cette problématique de qu'est-ce qui peut être, en termes diplomatiques, qu'est-ce qui peut être reconnu par un génocide, qu'est-ce qui peut pas, pourquoi il y a certains faits qui sont reconnus comme des génocides et pas d'autres. Bref, donc je pense qu'on va revenir vers vous là-dessus. Il y avait une question que je voulais vous poser à tous les deux, qui est issue de la fin de l'intervention de Laurent Olivier, qui est justement, donc il y a toute cette question du processus qui amène aux violences de masse. Et Laurent Olivier évoquait la question de la permanence du traumatisme, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement même comme juriste, on le perçoit vraiment très fortement, en fait, à quel point ça obsède en fait les personnes, mais aussi les sociétés, les collectivités, et comment ça se transmet de génération en génération. Vous avez évoqué le problème de l'absence de reconnaissance, en fait, dans le cas qui vous a occupé et qui multiplie ce traumatisme. Est-ce que, justement, il y a un processus, ma question va se dédoubler en deux temps, est-ce que le processus antérieur à la violence de masse, il se double ou pas d'un processus avec des caractéristiques similaires après la violence de masse dans différents terrains que vous avez pu étudier, et est-ce que la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance modifie ce processus? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, par exemple, dans le cadre de la Shoah, il y a clairement une reconnaissance qui est très forte, on va dire, internationalement, même s'il y a toujours des voies de dissension. Est-ce que ça influe sur le traumatisme qui reste, ou par rapport à un autre génocide ou à d'autres massacres qui ne sont pas reconnus, ou est-ce que finalement le processus ou le traumatisme reste virulent ou reste identique? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Peut-être Jacques Semelin, vu que vous êtes le plus grand en termes de cadre, je vous invite à prendre peut-être la parole en premier, et je vais essayer de trouver une solution pour rééquilibrer tout le monde, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. On vous écoute. Attendez, votre micro n'est pas activé. Attendez. Je vais vous demander l'activation. Je pense que là, ça devrait être bon. Oui, vous m'entendez? Parfait, très bien. Voilà. Avant de vous répondre, je voulais dire que j'avais énormément apprécié l'intervention de mon collègue, archéologue, même si je ne suis pas archéologue. Je partage beaucoup de ce qu'il a dit, et je dois le connaître, mais je me permets de signaler que j'ai co-dirigé un gros volume avec Jean Guilaine qui s'appelle Archéologie des violences de guerre et des violences de masse. Et ça m'a fait penser à ce qu'il vient de dire. J'aurais plusieurs commentaires à faire dessus, mais bon. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je ne sais pas comment les prendre. Pour moi, je reste toujours avec ce mot que m'avait transmis Léon Poliakov, donc qui est le pionnier des études sur le génocide juif en France et même en général, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. L'événement ayant une multiplicité de causes, il est impossible de connaître la cause de l'événement. Voilà, il le tenait d'Alexandre Zinoviev, qui venait d'être expulsé de l'Union soviétique. Zinoviev était un logicien, donc ça se retrouve dans cette formule, et elle m'a toujours inspiré, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne vais pas rechercher un élément particulier. Mais s'il faut mettre en avant
des éléments particuliers, c'est ce qui a été dit sur le processus en fait de déshumanisation ou de radicalisation, de voir l'autre comme moins que rien. Ces discours préalables de différenciation entre eux et nous, le eux étant complètement différent de nous, n'est-ce pas? Ça va de soi, et on va l'expliquer pourquoi, sont extrêmement propices à des développements possibles de ce genre de violence. Et je dois dire qu'on le ressent en Occident, chez nous, même ici en France, et que c'est une raison d'inquiétude, de vive inquiétude de ma part. Ce type de discours, on l'a vu en Bosnie, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu contre les Indiens, puisque évidemment les anciens présidents des États-Unis, je ne sais plus quel, avaient déclaré vaut mieux un Indien mort, quoi. Hein, ça fait, voilà, ça fait de la place. Donc, c'est ce que j'appelle les cadres mentaux. Les cadres mentaux qui préparent, mais pas dans un sens forcément intentionnel. On n'en est pas encore. Il faut jamais voir l'intentionnalité. Ah, peut-être que certains y pensent, mais c'est ce cadre-là, cette matrice mentale qui peut préparer au pire. On tue à l'avance avec des mots. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent dans les cas que j'ai étudiés de façon comparative. Je voudrais insister sur ce plan-là. Après, vous avez sûrement d'autres questions, mais je ne veux pas être trop long, quoi, vous voyez. Mais alors attention, oui, si je vais rajouter quand même un élément. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques des entrepreneurs identitaires. C'est-à-dire qu'on est dans une situation difficile. Surtout, on peut gagner. Ça peut être aussi, on veut gagner du territoire. Il faut être aussi appelé un chat à chat. Hein. Mais on parle d'un pays qui va mal. Voilà. Et donc, on va construire un discours qui va expliquer notre malheur et comment on peut sortir de ce malheur. Donc ça, c'est le point de départ. Mais après, heureusement, il y a des discours incendiaires qui n'enflamment pas grand-chose ou trop peu. Donc, on va pas être dans la causalité. On va pas être dans la causalité. Le processus, il est incertain. Heureusement, vous voyez. Mais on sait qu'il y a des éléments qui peuvent le favoriser. Et tout ça, ça commence par le mental. C'est-à-dire, je vais juste terminer là-dessus. Pour moi, le massacre, il procède d'au moins 3 types d'explications. La première, c'est d'abord un processus rationnel. C'est un processus qui va être dans l'ordre du calcul. Ça, les sciences politiques vont le mettre très facilement en avant. Ils veulent tuer parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir, parce qu'ils veulent acquérir des terres, parce que ceci, parce que cela, les richesses, etc. Donc, on va mettre en avant la rationalité du massacre. Et puis, il y a un deuxième type de facteur, alors qui peut être plus difficile à saisir, mais qui relèverait, entre guillemets, de l'irrationalité ou de la psychopathologie. Je ne l'ai pas signalé, mais dans une ancienne vie, j'ai été psychologue, donc après, je me suis réincarné en historien, mais tout va bien. Hein. Mais cet aspect de paranoïa, il est très important, et de psychotisation, en fait, d'un autre qui est considéré comme un non-nous-mêmes, un autre, mais un autre complètement autre, quoi, qui n'est plus humain. La sociologue Hélène Fein, dont je vous parlais, parle de ça. Voilà, de cet bon. Et il y a les deux, il y a le mélange des deux. Rationalité, irrationalité, c'est ce que j'appelle la rationalité délirante du massacre. Mais le troisième facteur, je vais m'arrêter parce que je serai trop long, c'est le processus mental. Le processus du massacre, ça se joue dans nos têtes. C'est une manière de voir un autre comme complètement autre, comme non humain, un autre qu'on peut exploiter, qu'on peut violer, qu'on peut expulser, qu'on peut tuer, oui, en partie.
Et puis après, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut qu'ils s'en aillent. Donc, vous voyez, c'est cette multiplicité de facteurs qui va faire qu'à un moment particulier, dans un contexte particulier de guerre, de contexte international, le processus va se développer. Alors, c'est ça que les juristes ne peuvent pas attraper, en fait, mais on ne va pas leur en vouloir. Il faut qu'ils aient des critères, mais on ne raisonne pas. On n'est pas dans la même discipline. Vous, les juristes, vous faites petit a, petit b, petit c, petit d. Est-ce qu'il y a les critères, etc. Et voilà, je vais dire ce que c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité, etc. Nous, on va raisonner en profondeur au sens du processus depuis l'archéologie jusqu'à la dynamique de la guerre. Vous voyez, donc on va raisonner en termes de dynamique, en fait. Ok. Non, mais et puis effectivement, on ne sait pas. Effectivement, on raisonne sur la base de critères, mais c'est des dynamiques qui sont fondamentales. Enfin, je le disais tout à l'heure, on en a besoin pour comprendre, en fait. Sinon, on n'a pas forcément les outils pour le faire, mais on en a besoin pour nous comprendre dans nos propres champs disciplinaires. Laurent, Olivier, est-ce que vous souhaitez répondre à votre tour, s'il vous plaît? Oui, alors, ce que j'ai trouvé fascinant dans le cas amérindien, c'est qu'il y a deux logiques incompatibles qui s'affrontent. Il y a une logique, je dirais, juridique, une logique fondée sur la légalité, qui est la logique américaine. Et puis, il y a une logique complètement différente qui est la logique amérindienne, qui d'ailleurs est hybridée d'américanisation. Dans la perspective amérindienne, donc je vais un peu vite, donc je suis un petit peu caricatural, c'est une justice réparatrice, la justice traditionnelle. Et les Amérindiens demandent au gouvernement américain textuellement qu'on les aide à oublier Wounded Knee. Ce que ne comprennent pas les Américains, parce que pour les Américains, ça a été présenté comme une trahison. Les Indiens ont officiellement ouvert le feu, ils avaient préparé leur coup, et c'est eux qui ont tiré les premiers sur les troupes américaines, qui ont été dans l'obligation de répliquer. Ça, c'est la version officielle. Dans la vision amérindienne, quand un dommage a été commis, en fait, tout le monde doit contribuer à sa réparation. Évidemment, celui qui a subi le préjudice doit obtenir réparation sous une forme ou sous une autre, mais ça implique aussi celui qui a commis le préjudice. Il doit aussi activement chercher les moyens je dirais, de régler la dette, d'effacer la dette. Voilà. Et c'est ça que les Amérindiens voulaient dire en disant aidez-nous à oublier. Vous voyez, hein? Dans la perspective américaine, c'est tout à fait intéressant parce que ça ne se passe pas du tout dans ce cadre-là. Pour les Américains, quand la troupe de Lakota a été arraisonnée pour être conduite en déportation, en fait, ils se sont trouvés immédiatement sous statut de prisonniers de guerre. Et donc, si on commence à accorder des réparations aux prisonniers de guerre indiens, on n'a pas fini. Il va falloir aussi tout le monde va demander à ce que l'Amérique répare. Hein, les Allemands, les Japonais, les Coréens du Nord, les Irakiens, les Afghans, enfin, tous les ennemis passés et potentiels de l'Amérique. Donc c'est impossible légalement d'accorder réparation aux Amérindiens. De la même manière, les Amérindiens ont voulu que les médailles qui ont été décernées aux soldats, les guerres indiennes, sont les engagements les plus décorés de toute l'histoire militaire américaine. Wounded Knee a reçu 20 médailles d'honneur, qui est la plus haute distinction pour fait de bravoure de l'armée américaine. Par comparaison, il y avait à peu près 400 hommes à Wounded Knee. Par comparaison, le débarquement d'Idée, le débarquement de Normandie, il y a à peu près 60 000 hommes. C'est seulement 4 médailles d'honneur, en fait. Donc vous voyez la disproportion, en fait. Et les Amérindiens qui ont été toujours… c'est intéressant parce que c'est des sociétés de tradition guerrière. Donc, quand une société guerrière est vaincue et qu'elle est colonisée, les hommes perdent tout statut social. Et en fait, beaucoup d'Amérindiens se sont engagés dans les guerres américaines. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, Vietnam, Irak, etc. Ils sont toujours très fortement mobilisés. Et donc, en fait, si on demande que les médailles d'honneur soient
soit annulée, ben, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas voir aussi du côté de la guerre du Vietnam pour savoir si tout s'est fait vraiment selon des règles héroïques. Bref, on ouvre la boîte de Pandore. Ce qui fait qu'on se trouve dans une situation qui est bloquée. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant parce que un des slogans qu'on voit chez les Amérindiens, c'est Indian Wars are not over, les guerres indiennes ne sont pas finies. Et c'est vrai que les guerres indiennes ne sont pas finies. On est toujours dans cette espèce de statu quo juridique qui fait qu'on ne peut pas avancer sur cette question. En fait, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le traumatisme se reproduit. Il se reproduit d'autant plus facilement qu'il y a de nouvelles couches qui sont venues se déposer dessus, comme en particulier la couche des enlèvements d'enfants pour les emmener dans les pensionnats indiens. Vous avez sans doute entendu dire qu'il n'y a pas très longtemps au Canada, on découvre des tombes d'enfants qui ont été très maltraités dans ces pensionnats religieux, essentiellement souvent catholiques d'ailleurs. Ça aussi, on enlevait les enfants dès 5 ans pour les empêcher pour les désindianiser en fait, pour les empêcher de parler la langue. Et donc, ça produit des familles brisées, ça produit des pères absents et ça produit beaucoup de peine également. La politique qu'on a appelée la politique de Termination Act, la politique de, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça en français, on termine la question indienne, on y met fin, qui a visé à pousser les Indiens hors des réserves, c'est-à-dire à en faire des individus sans terre, a eu aussi des conséquences traumatiques. Donc il y a toute une ensemble de traumatismes qui viennent se surimposer au traumatisme lui-même et qui fait que cette question-là, en fait, elle est insoluble, ou plutôt elle n'est, comment dire, elle ne peut être compensée que par des actions symboliques qui finalement ne s'attaquent pas au fond et qui finalement rendent cette question d'autant plus prégnante, puisque finalement on ne fait jamais que proposer des solutions qui ne règlent pas le problème de fond. Un problème de fond qui est en fait insolvable parce qu'il est indicible. Comment dire, la définition existentielle de l'Amérique, ce sont des gens qui sont venus s'installer dans un pays qui était occupé par d'autres et qu'on a poussé, qu'on a éliminé pour s'installer à leur place. Donc, comment est-ce qu'on répare ça? C'est insoluble en fait. Et je dirais que d'un point de vue de recherche, alors peut-être, vous pourrez peut-être trouver ça un petit peu cynique. Moi, je pense que c'est important qu'on se confronte à ces questions-là parce qu'on se confronte à ces questions éthiques. C'est d'observer comment ce passé, en fait, n'en finit pas de faire écho dans le présent. Merci beaucoup. Même si vous y avez chacun un petit peu déjà répondu, il y a une question assez centrale quand même que je voudrais vous poser, qui revient plusieurs fois. C'est dans le cadre des processus que vous avez décrits, et si on considère le génocide là comme un objet de science sociale et non pas comme simplement dans le champ du droit, est-ce que selon vous, l'un et l'autre, il y a un processus particulier qui distingue le génocide des autres violences de masse, ou est-ce que finalement c'est un processus qui est assez similaire en fait? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je crois qu'il y en a un petit souci du côté de Laurent Olivier, donc Jacques Semelin, si vous pouvez peut-être répondre en premier. Je vais vous demander aussi de réactiver votre micro. Voilà. On ne vous entend pas pour l'instant? Si, ça y est, c'est bon. C'est bon, parfait, super, merci beaucoup. Voilà. Les processus sont, de point de vue de la typologie que j'ai proposée, ils sont différents, mais ils se recoupent quand même. Si je parle de détruire pour soumettre, écoutez, vous avez le bombardement d'Hiroshima, vous avez le bombardement de Nagasaki, vous avez les bombardements des villes allemandes qui ont été considérables, même en France. Donc, ce sont des formes de destruction de masse. Donc, elles n'ont pas le même statut mémoriel, en fait. Mais les souffrances sont là dans les familles.
Je complète ma question. Est-ce que le degré de déshumanisation dont vous avez parlé tout à l'heure, il est le même? Ben, je ne sais pas bien répondre à cette question. Il y a dans tous les cas un processus de déshumanisation. Est-ce qu'il est le même? Je n'en suis pas sûr. Dans le cadre d'une guerre conventionnelle, ça joue quand même. Hein, quand on pense au Japon, par exemple, dans la guerre américano-japonaise, bah, ils ramenaient des scalps, les soldats américains. Hein. Donc, je ne sais pas bien répondre à cette question. Je ne sais pas bien répondre à cette question. Si vous prenez, par exemple, le Cambodge, des Khmers rouges, bon, vous savez, il y a eu un débat, il y a eu un débat terrible aussi hein, entre chers collègues et les Américains voulaient absolument que les Khmers rouges, enfin les crimes des Khmers rouges soient reconnus comme génocide. Voilà, et en fait, bah non, ça s'est pas passé comme ça avec le tribunal, vous savez bien, il y a crimes contre l'humanité, mais aussi génocide pour la minorité Tcham, etc. Mais le processus de déshumanisation dans les deux cas, que ce soit crime contre l'humanité ou génocide, est très proche. Enfin, je ne vois pas énormément de différence. Je ne sais pas bien répondre à cette question. Le problème, peut-être que la question n'est pas soluble ou est mal posée. Intuitivement, on a l'impression que dans le cadre d'un génocide, le degré de déshumanisation va être extrêmement puissant, mais peut-être que ce n'est pas exact en fait. Hein, c'est pour ça que je vous posais la question. Non. Oui, je pense que, écoutez, alors de ce point de vue-là, alors vous savez qu'il y a une convention, puisque alors là je parle aux juristes, mais j'espère que je ne vais pas me raconter d'histoire. Il y a une convention internationale, et c'est grâce à Lemkin sur le crime de génocide, mais il n'y en a pas une sur le crime contre l'humanité. Alors que je sais qu'il y a eu toute une initiative de juristes internationaux pour qu'il y ait une convention internationale. Ce qui ferait que beaucoup moins de gens peut-être demanderaient aux souffrances que leur groupe, leur famille ont vécues, demanderaient nécessairement la reconnaissance de génocide, puisque c'est celle-là qui est reconnue sur le plan international. Peut-être que si le crime contre l'humanité était reconnu de la même manière, il y aurait plus de demandes dans ce domaine-là. Pour moi, si ces deux crimes sont du point de vue du processus de déshumanisation et des conséquences sur les victimes sont quasi équivalents. D'ailleurs, là encore, je parle sous contrôle, mais les sanctions au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide sont quasi équivalentes en termes de pénalité. Donc, ça se joue parce que ça joue, cette hiérarchie entre crimes de génocide et crimes contre l'humanité est installée du fait même que le crime de génocide a une convention internationale. Oui, après, de toute façon, la question des peines applicables dans ce genre de crime est toujours extrêmement délicate parce qu'avec la gravité des faits qui sont reprochés, la question de la proportionnalité de la peine, elle est toujours un peu vaine, en fait. Et effectivement, juridiquement, il n'y a pas de hiérarchie, en fait, hein, entre le crime contre l'humanité et le génocide. Après, la hiérarchie, elle est devenue, elle est politique, en fait. Elle est dans l'aspiration des personnes, en fait. Ah, voilà, vous avez des politiques. Ben voilà un sujet qui m'intéresserait beaucoup à discuter avec eux. Les usages politiques du droit international, du droit humanitaire. Voyez ? C'est une question. Alors, je vais juste faire rebondir Monsieur Olivier sur la question que je n'ai précédente et je vais revenir sur la question des usages politiques comme dernière question. Du coup, je reviens sur ma question précédente que je vous répète parce que je crois que vous étiez en train de bouger à ce moment-là. Donc, il y avait un des participants qui s'interrogeait sur est-ce qu'il y aurait des caractéristiques spécifiques du fameux processus dont vous nous avez parlé et l'un et l'autre, de ces violences de masse qui distingueraient le processus génocidaire, on va dire, du processus violence de masse de manière plus générale. Je ne sais pas si vous avez une opinion ou une analyse sur cette question-là.
je crois qu'il faut l'inscrire aussi dans un phénomène historique au sens large, c'est-à-dire que ce qui change tout dans les violences de masse et dans les exterminations, c'est l'industrialisation, en fait. Quand vous avez des trains, vous pouvez emmener beaucoup plus de gens que de pousser des gens dans des convois à pied. Quand vous concevez un type d'habitat très très particulier qui s'appelle le camp, avec une architecture rationnelle en fait qui vise à stocker les gens dans l'attente de leur élimination. En fait, vous avez des outils beaucoup plus puissants que ceux qui sont à la disposition, je dirais, des massacres plus traditionnels. Donc, je crois que cette question de la, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de la chronologie en fait, hein, de l'inscription de ces techniques, parce que c'est des techniques dans des contextes particuliers, ça a un effet démultiplicateur. C'est une question d'échelle, en fait, qui change. Et l'échelle, le passage à une échelle beaucoup plus massive, en fait, évidemment, ça amène une transformation qualitative du phénomène. Et je pense qu'il y a une réflexion historique à mener là-dessus, sur une sorte d'histoire des violences de masse. C'est ça aussi qui nous permettrait d'y voir un petit peu plus clair, me semble-t-il. Pour autant, alors bien sûr, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. En même temps, ça me fait penser quand même au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, où le taux de mortalité est absolument énorme et où après peut-être je connais pas suffisamment toutes les techniques utilisées, mais en tout cas de ce que je connais de ce génocide, il y a une efficacité génocidaire qui est énorme avec une industrialisation qui est assez faible en fait. C'est-à-dire que c'est quand même on est sur des moyens assez basique et en fait et pour autant le quantitativement et qualitativement c'est énorme comme génocide. C'est pour ça que c'est très intéressant historiquement, parce que ça veut dire que dans le passé, pour revenir à cette question de l'anachronisme, dans le passé, il y a pu avoir aussi des massacres qui, en termes d'efficacité, pour utiliser des termes techniques, sont proches ou même supérieurs à ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, la question du volume, en fait, elle est, à mon avis, c'est peut-être ma déformation d'archéologue, hein, donc c'est peut-être juste un point de vue de chapelle, mais je pense que c'est la question des moyens, en fait, qui est intéressante à analyser et comment elle change qualitativement l'acte, en fait, et comment elle a un impact sur ce qui se passe après. Ça, je pense que c'est une chose à analyser, à étudier. Monsieur Semelin, je crois que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur Non, mais j'approuve, j'abonde. J'abonde, sauf que pour le Rwanda, il faut pas oublier, c'est pas qu'à la machette, hein, ils ont des mitraillettes, ils font exploser des grenades dans les églises et tout. Il y a aussi un côté technologique moderne. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai ça a moins cette dimension. Monsieur Olivier a employé le terme industriel, c'est-à-dire on voyait bien effectivement la référence avec les trains, etc. Et bien sûr qu'il y a des moyens, c'est pas non plus avec des pierres, mais on est quand même il y a moins de déplacements de population, c'est moins. Bien sûr, oui. C'est certain. Alors, une dernière question avant la conclusion. Il y a un certain nombre de personnes, notamment de nos amis de RDC, qui évoquent le fait que pour eux, oui, on est en train de définir ce que c'est un génocide ou ce que sont les violences de masse, mais ils disent au fond, en fait, c'est d'abord une question diplomatique parce qu'il y a eu énormément de morts en RDC, plusieurs millions, enfin, en tout cas, il y a des estimations variables, mais sans doute plusieurs millions, et on n'emploie jamais le mot de génocide. Donc là, on retombe sur la question de l'usage politique. Donc, du coup, ils viennent dire c'est bien de réfléchir sur cette notion, mais en fait, c'est d'abord un problème diplomatique de le dire. Et ils posent aussi la question de, au fond, qu'est-ce qui permet politiquement au sein d'un État ou qu'est-ce qui permet au sein de l'État de reconnaître le génocide. Je pense au-delà de la question du juge, puisque pour des raisons évidentes, c'est pas le cas pour l'instant. Donc je vous laisse chacun, peut-être on va commencer par vous, Monsieur Semelin, réagir sur cette question de l'usage politique et de la reconnaissance ou pas de génocide pour des raisons politiques aussi.
Alors, moi, je l'entendais pas nécessairement dans ce sens-là, mais bon, ce serait un autre échange. S'agissant de la République démocratique du Congo, c'est une tragédie absolue, parce qu'il y a eu 3 millions de morts ou 4 millions, je ne sais pas. Enfin, on n'y a simplement pas prêté attention. Donc, que ça soit un génocide ou pas, justement, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à la fin de ma conclusion, de la première intervention, c'est-à-dire, voilà, à la limite, génocide ou pas, oui, c'est vraiment très intéressant de discuter génocide, mais attendez, il y a 3 ou 4 millions de personnes qui sont mortes, quoi. Et on appelle ça comment? C'était la guerre. Il y avait la famine, il y avait les viols, il y a tout, quoi. Mais ça n'existe pas pour nous. C'est simplement que ça n'existe pas. Je vous rappelle cette expression affreuse qu'un journaliste de France 2 a entendue de son chef quand il est parti au Rwanda, au moment où déclenche ce génocide. Tu fais des images des Blancs qui reviennent et les Noirs, on s'en fout. Et voilà, donc c'est une question de perception de ce qu'on ressent comme un problème qui pourrait nous intéresser. Donc ça, on est au-delà du judiciaire, là. On est au-delà de... C'est simplement la capacité à se scandaliser pour des événements monstres de cette sorte, et ça ne s'est pas fait pour la République démocratique du Congo, malheureusement. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais voilà. Si, vous y répondez tout à fait. Après, ce qui est fou, on voit quand même aujourd'hui même le docteur Denis Mukwege, qui est quand même internationalement connu, qui a eu un prix Nobel de la paix, est en train de se battre vraiment, parce que nous, on a la chance de travailler en partenariat avec lui dans d'autres pays. On se dit toujours, on n'a jamais entendu un gynécologue autant parler de droit, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, il parle de droit tout le temps. Et malgré cette figure quand même internationale, irréprochable sur bien des plans, ce combat a du mal à percer quand même. Donc c'est vrai que c'est assez troublant. Bien sûr. D'un point de vue politique, en fait, le silence... Et vous savez, moi, ce que j'ai appris à travers mes études sur le génocide, c'est que les États ne s'intéressent véritablement à leurs propres ressortissants dans un état de crise, comme on a fait d'ailleurs en France en 1994 pour faire partir les Occidentaux, parce que l'armée française avait partir les Français, mais elle a pris aussi des Anglais, des Américains, enfin bon, etc. Donc, c'est la triste réalité des relations internationales. Donc, les États ne protègent que ceux qui relèvent de leur citoyenneté, en fait. Et c'est très rare, des opérations de ce type. Bon. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste des ONG, des médias qui veulent parler de ce qui se passe dans ces pays. Mais c'est tout le problème de la mobilisation internationale qui est derrière. Et en fait, la vie d'un Noir ne vaut toujours pas la vie d'un Blanc. Et ça explique pourquoi ça marche pas. Et la personnalité de ce chirurgien est absolument extraordinaire pour montrer justement qu'avec quand même des faibles moyens, il a réussi à faire des actions extraordinaires, en particulier pour les femmes. Et il en faudrait bien d'autres comme lui. Merci beaucoup, Monsieur Olivier. Peut-être parce que les Amérindiens, c'est sans doute une question qui rejoint cette question. Alors, c'est avec des termes bien sûr très différents, mais qui peut rejoindre aussi cette question du Congo et de la problématique aussi diplomatique et de comment on obtient en fait la reconnaissance selon selon le poids politique qu'on arrive à avoir, comment on obtient la reconnaissance des massacres ou du génocide, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc peut-être si vous pouvez partager pour conclure vos réflexions avec nous sur ce sujet. Je me sens tout à fait illégitime pour dire quoi que ce soit là-dessus. Je crois que faut pas être naïf. Hein, le monde est plein d'injustice et plein de déni, en fait. Et je crois que c'est ça le rôle des chercheurs. C'est ce rôle éthique, c'est-à-dire que dès le moment où on voit se mettre en œuvre des politiques de discrimination, des politiques qui visent à, comme il vient de le dire, à faire en sorte que la vie
d'un individu vaille moins que celle d'un autre, ça doit nous alerter, en fait. Et le travail qu'on fait, modestement, à notre petite échelle, en révélant ces choses-là, en les faisant connaître, il est, je sais pas, espérons-le, il est de faire évoluer les consciences, en fait. Mais je crois que c'est un travail toujours à recommencer. C'est un travail pour lequel on n'est absolument pas sûr que ça va marcher, parce qu'il y a effectivement il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux idéologiques, il y a des pesanteurs historiques. Il ne suffit pas de s'indigner pour que le problème soit résolu. Mais je crois que travailler et étudier ces phénomènes et essayer de les étudier, je dirais, de la manière la plus neutre n'est pas un bon terme parce qu'on ne peut pas être neutre, mais essayer de le faire le plus honnêtement possible. Voilà, le mot c'est honnêtement. Je crois que c'est fondamental, en fait. Voilà, je crois que ça passe par la tentative d'étudier ça d'une manière scientifique, c'est un terme un petit peu exagéré, mais d'une manière méthodique, d'une manière systématique. Je pense que c'est fait justement pour qu'on puisse accumuler des éléments qui nous permettent de penser ces choses-là. Et donc, en ayant les outils pour les penser, en fait, ça nous donne les outils pour les combattre. Et je crois que cet aspect de recherche en sciences humaines, il est fondamental de ce point de vue-là. Bon, on n'apporte pas des solutions, mais si au mieux on peut commencer à apporter des outils ou des éléments de pensée, je crois qu'on n'aura pas perdu notre temps. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'était une très très belle, très belle réponse parce que voilà qui met vraiment bien. Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que je peux rajouter juste un mot? Bien sûr. Allez-y. Entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit et juste avoir gardé à l'esprit que le champ dont on parle ce soir, il est tout neuf. Hein. Si on faut commencer à il y a Lemkin, c'est bon, mais vraiment les travaux commencent dans les années 80, voyez, donc on est à 30 ans quoi, rien du tout. Donc ça c'est important et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Olivier pour ce qu'on fait, mais bon, je suis désolé, je vais faire un point négatif, enfin un point relatif. Ça se passe en Occident, on va dire, tout ce mouvement-là. Ça se passe un peu en Amérique du Sud pour les disparus. Vous voyez, ça se passe un petit peu en Afrique. Mais pour avoir travaillé un moment avec l'ONU, je sais que, en gros, les Russes, les Chinois, les nombre de personnes dans les pays arabes ne s'intéressent pas à ces questions-là. Jamais oublier que le mot génocide, c'est un mot qui vient d'un Européen qui a été victime dans sa chair, enfin dans sa famille, mais c'est pas venu de ces pays-là. Donc, il faut prendre aussi conscience de ce côté relatif de ce que nous faisons, mais nous avons raison, je crois. J'adhère aussi à la dimension éthique de notre travail. On peut pas travailler sur ce sujet sans avoir une dimension éthique en gardant à l'esprit les disparus. Donc merci beaucoup pour ces compléments qui étaient très intéressants et effectivement c'est bien aussi de voir la recherche un peu mise à l'honneur et à la fois dans ses méthodes mais aussi dans son utilité sociale et de rappeler que comprendre ça n'a rien à voir avec pardonner, bien au contraire, mais que ça permet de réfléchir et puis éventuellement de se munir d'outils d'analyse et voire de prévention peut-être pour l'avenir. Donc merci infiniment à tous les deux pour vos deux interventions qui étaient vraiment passionnantes. Donc merci à tous en tout cas merci à nos deux intervenants bien sûr, merci à tous d'avoir été présents et on se retrouve le 2 décembre pour les nouvelles formes de génocide. Merci.